Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 312 de Sur la Terre des Hommes. J'étais plus sûr de ma shot. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Salut Jay, ça va très bien. Grosse journée comme d'habitude, mais toujours en forme pour un petit épisode sur la Terre des Hommes. Surtout qu'il y a des jeunes qui sont venus m'en parler aujourd'hui, j'étais content. Les jeunes? Habituellement, les jeunes, ils disent pas grand-chose dans un cours, mais s'ils prennent le temps de me dire qu'ils ont écouté des épisodes, je trouve ça quand même assez nice. Tant mieux. Est-ce que tu leur as demandé quel épisode? Non, ils ont juste dit qu'ils écoutaient des épisodes. J'ai pas posé plus de questions. Ils avaient juste l'air gênés de venir me le dire. Fait que je vais OK. C'est très, très nice. Très, très nice. Super. Et puis, professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Moi, j'ai fini aujourd'hui une pile de correction, le premier travail là, dans mon cours. Et ça m'a permis l'occasion. Maintenant, on a des logiciels qui sont capable de nous dire que le texte, jusqu'à quel point il aurait pu être produit par l'intelligence artificielle. C'est pas une preuve. Là. On ne peut pas utiliser ça comme preuve, là, mais ça nous dit ce texte-là, probablement qu'à 60%, il a été écrit par l'intelligence artificielle, là, ou quelque chose comme ça. Là. Alors, ne vous essayez pas, s'il vous plaît. C'est surtout que là, je commence à voir les failles aussi. C'est surtout le truc, là, c'est dans les références que ChatGPT produit. Il y en a qui n'ont pas d'allure. Fait que les références ne réfèrent pas le texte qu'il t'a donné, là. Ouais, ou encore, moi, je vais vérifier les références, surtout, souvent, il s'agit de sites Internet, fait que je vais voir, puis je m'aperçois que non, l'information qui est censée être là n'est pas là. Puis, ou encore voir, c'est vrai qu'un étudiant est allé voir le site du ministère des Transports de la Russie pour voir le trafic dans les ports en Russie. pas convaincu, tout à fait. Le ministère des Transports russe. Ils n'ont clairement pas de site en anglais. Il y en a, mais tu ne trouves pas l'information. Il faut vraiment chercher pour tomber sur ce site-là. Là. Mais en même temps, c'est que, tu sais, ChatGPT, j'avais fait un test il y a peut-être 2 ans avec des élèves que j'avais. Puis, en même temps, c'était il y a 2 ans. C'est pas que ça commençait, mais c'était moins performant qu'aujourd'hui. Puis, il y avait des affaires, on parlait d'histoire. Mettons, on demandait des choses sur l'histoire, puis ça n'avait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Enfin, bref, c'est intéressant. Comme prof, là, je trouve que c'est une expérience intéressante, puis je vais continuer à creuser cette. Mais on est pogné un peu parce que tu peux pas prouver que quelqu'un a fait ça. Tu peux te méfier quand même. Sinon, par une vérification orale. Parle-moi de creuses ça. Un peu plus. Non, c'est ça exactement. Tu lui poses des questions un peu plus pointilleuses pour être sûr. Oui, c'est ça. Ou encore une information qu'il y a donnée dans le texte. Tu dis, bon, là, vous me parlez ici du trafic dans le port de Vladivostok. Là, pourriez-vous m'en dire un petit peu plus? Là? J'aimerais tellement ça de voir interroger un étudiant, une étudiante là-dessus. Viviane Larivière qui nous dit, moi, je vais l'utiliser pour des idées, mais je vais quand même vérifier l'information. Oui, parce que c'est là que ça accroche. Mais d'un autre côté, je pense que quelqu'un qui sert de ça pour composer rapidement son texte n'aura pas le courage ou le temps précisément de faire ça. Là, moi, souvent, quand je m'en sers, c'est pour résumer très, très court une idée. Exemple, résume-moi telle affaire en quelques lignes. C'est juste pour moi, pour ma compréhension personnelle et ou pour l'expliquer très clairement. Oui, c'est vrai, c'est une bonne utilisation. C'est plus pour me prendre des notes, genre des points de forme un peu. Est-ce que vous avez, en parlant de ChatGPT, est-ce que vous avez exploré un peu comment ça s'appelle, l'assistant vocal avancé? Non, je ne suis pas rendu là encore. Moi, je parle pas à coup de machine. OK. Parce que ce que je vous ai envoyé, là, c'est épeurant. J'ai jasé avec pendant une demi-heure l'autre soir. C'est vraiment épeurant. J'ai appris, mettons, OK, je m'appelle Jay. OK, toi, ton nom, je t'appelle Franklin. OK, je m'appelle Franklin. Mon gars s'appelle Caleb. Puis, genre, mon gars arrive. Allô, Caleb. C'est vraiment, vraiment weird, là. Wow. J'ai dit que mettons, on faisait un podcast, j'étais avec Jonathan le prof et puis professeur Roussel. Puis c'est là que j'ai dit à l'assistant, fais-moi un message pour Jonathan et puis Stéphane. C'est là qu'il m'a dit bonjour Jonathan et bonjour Stéphane, je suis très heureux. C'est complètement épeurant. Là. Tellement que c'est rendu loin. Là. C'est vraiment très, très... justement, c'est très intelligent, justement. Ouais, mais j'ai l'impression que si on le fait, c'est qu'on nourrit la machine. On absolument. du problème de la même façon. Ouais.
On la nourrit. Est-ce que vous avez vu les robots Optimus de... Ouais, c'est n'importe quoi. Non, moi, je ne suis pas au courant de cette histoire. C'est n'importe quoi, ma mère. C'était n'importe quoi. Ouais, mais ça a été inventé en 2004 par Honda. C'est exactement la même chose. Il a juste récupéré des vieux concepts qui étaient tombés dans l'oubli. Oui, mais quand même, il l'a réalisé. T'sais, il a réalisé l'idée d'Honda, justement, puis à ce temps, tu as des robots qui font des drinks puis qui jasent au monde. Ouais, mais il y a bien des gens sur Internet qui se doutent que c'était vraiment 100% autonome. Il y a bien des gens comme ces voitures qui pensent qu'ils étaient contrôlés par des gens. Ah, ça se peut, ouais. Fait qu'il y a beaucoup de bémols à mettre sur la présentation d'Elon Musk. Il y a beaucoup d'experts qui ont trouvé des failles dans ce qu'il nous a présenté puis que ça serait de se méfier. Et ce ne serait pas la première fois qu'on trouverait des failles dans quelque chose que Elon Musk fait ou dit. Absolument. C'est pour ça que je fais aucunement confiance à ces affaires. Pas pour rien que les investisseurs non plus. L'action de Tesla a baissé de 15%. En plus? Puis l'action de Uber en a pris 30%. Ah. Parce que les gens ont compris que finalement, c'est pas ça qui allait sauver l'industrie du taxi. Oh là là. Hey, avant de commencer le sujet de ce soir, messieurs, parce qu'on veut parler... On fait exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Oui, exactement, mais on aimerait, dans le fond, prendre un petit 2 minutes pour parler du dernier épisode, dans le fond, la durée qu'on a fait du dernier épisode. Et puis, Joe, toi, tu as aimé ça. Tu as aimé ça, un épisode plus court, 50 minutes, 60 minutes, ce qu'on faisait avant, dans le fond. Oui, qu'on retourne à l'essentiel, de un, parce qu'on se couche tard sinon, puis de deux, parce que je trouve que c'est plus, justement, concentré, puis on a moins l'impression de se perdre et de s'étirer pour rien. Et ça nous force aussi à être, justement, comme dit Joe, à être concentré sur ce qu'on fait, puis aller, s'en tenir à ce qu'on doit faire. Ouais. C'est pour ça qu'on va essayer de se contrôler, justement. Mais ce qui est dur, par exemple, c'est quand on a des invités, c'est dur de les arrêter. Je salue Christian Page au passage. Avec lui, on tu vois, ça, c'est différent, par exemple, avec les invités. Mais entre nous, on est capable de se discipliner. De se réguler. Ouais. Auto-réguler, voilà. Fait que ce soir, on va parler un petit 50-60 minutes et puis on va se laisser là-dessus. Parce que comme tu as dit, Joe, en même temps, on a une vie en dehors puis il faut aller se coucher. Surtout moi, qu'il faut que je fasse le montage tout de suite après l'épisode, puis que je publie ça, puis je programme le tout. Fait que je ne suis pas couché tout de suite, on s'entend. Fait que voilà. Alors ce soir, messieurs, mesdames et messieurs, dans le fond, avec nos membres Patreon avec qui on enregistre, je vous salue au passage. On va parler de politique étrangère canadienne. Ouais. Parce qu'il s'en est... C'est un sujet d'actualité. Ouais. Un petit sujet d'actualité où est-ce que le Canada et l'Inde se renvoient la balle en expulsant leurs diplomates respectifs. Votre réaction, les gars, quand vous avez entendu cette histoire-là, que le Canada expulsait des diplomates indiens et puis l'Inde qui faisait la même chose en retour, Joe? Je vais faire une balle courbe. Moi, je vais dire que c'est pas ça qui m'a le plus surpris. C'est quand Justin Trudeau a annoncé tantôt que Jordan Peterson puis que Tucker Carlson étaient sur le payroll du gouvernement russe, confirmé par le SCRS devant la Commission sur l'ingérence canadienne, puis que les deux feraient de la désinformation pour Vladimir Poutine au Canada. Ça a été annoncé l'après-midi pendant justement que Justin passait devant le truc sur l'ingérence. Ouais, c'est quand même assez gros comme accusation. J'imagine qu'il y a des preuves assez solides en arrière de ça. Fait que ça serait RT News qui paye Jordan Peterson et Tucker Carlson directement de l'argent du Kremlin pour désinformer le Canada. Non, je vais aller vérifier ça après parce que... Ça, je te dirais que ça m'a plus surpris que l'histoire des diplomates indiens parce que je trouve que c'est une non-histoire parce que c'était déjà le cas. C'est comme une histoire qui revient après un an avec les mêmes conclusions et avec les mêmes... J'ai pas l'impression qu'on a avancé beaucoup dans le dossier de l'ingérence avec l'Inde. Moi, je trouve qu'au contraire, on avance parce qu'on en parle ouvertement comme ça. Puis, le conflit entre les deux doit... Que le conflit doit se vider à un moment donné aussi. Que ça se passe avec l'Inde, ça pourrait se passer avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avec la Russie. J'ai bien aimé aussi le fait que Justin disait que Pierre Poilievre était mêlé à l'ingérence indienne. Oui. En même temps, c'est que Pierre Poilievre n'a pas demandé sa code de sécurité. Sa code de sécurité. Parce qu'il a peur de se faire enquêter justement parce qu'il a dû faire de la magouille en masse.
Ouais, parce que. Il ne veut pas démontrer que oui, il y a des conservateurs dans ses rangs qui ont participé à cette ingérence-là, qui l'ont facilité, du moins. Mais sa position est absurde parce que son argument, c'est de dire je ne veux pas avoir des informations privilégiées ou des informations sécurisées parce que je ne pourrais pas en parler en public et donc je vais m'obliger à m'auto-censurer. C'est ça l'argument qui avance. C'est complètement stupide. Ben, c'est particulièrement idiot dans le sens où si ce bonhomme-là devient premier ministre, et Dieu sait que si on se fie au sondage, il y a de très, très fortes chances que ça se produise, ben, il ne pourra pas ne pas avoir de code de sécurité. Ben non, c'est le premier ministre. Fait que c'est ça, à moins que... Le premier ministre ne sera pas briefé sur les enjeux du Canada, ça serait complètement stupide. Mais c'est absurde, là, parce que il va devoir passer d'une manière ou d'une autre. Là, ça a sorti quand, Joe? C'est après-midi. Ouais, 17 octobre, c'est ça, t'as pas l'heure dessus, là, mais... Ah, ça, j'ai pas l'heure, mais là, c'est True North. Il n'y a pas d'autres... Moi, c'est parce que je l'ai écouté en direct, je l'ai entendu le dire. C'est une source assez sûre, merci, je te le confirme. Oui, ben c'est justement ça me fait penser, il y a à peu près 1 mois ou 2, je pense que c'était cet été, j'avais entendu quoi à RDI, puis le monde disait où ta source? Ben oui, mais je viens de l'entendre à RDI, mais finalement, ça avait été démenti par après. C'est RDI qui est allé trop vite sur le piton. Mais je me souviens plus de la nouvelle au jeu. Mais là, moi, c'est Justin qui parlait. Là. Fait que c'est pas une interprétation, c'est mot. À moins que ce soit une intelligence artificielle. Ah! Oui. L'assistant de ChatGPT. Mais j'ai tellement hâte de voir la réaction de Tucker Carlson. Jordan Peterson, pouvez-vous me rappeler c'est qui? On dirait que j'ai un blanc. Je pense que c'est un psychiatre qui... C'est un universitaire de l'Université de Toronto. Oui, et aussi, très masculiniste, très, très dans des positions de... C'est la version intellectuelle d'Andrew Tate. Oui, exactement, c'est ça, tout à fait. C'est un type qui trouve que les hommes ont plus leur place en société, qu'on n'a plus le droit de rien dire nulle part, qu'il faut toujours s'auto-censurer pour éviter de blesser les femmes ou les personnes non-genrées. Il a été proclamé le king des incels, pour te donner une idée. Oui, c'est ça. Ah oui, ok, c'est de là que... Ouais. C'est de là que j'ai entendu. C'est un pro-russe depuis le début de la guerre. Là, fait que Okay. Tout est dans tout, comme on dit. Oui. Hey, parlant du beau Justin, parce que là, on va parler de politique étrangère, n'est-ce pas, mon cher professeur Roussel? Comment tu veux aborder ça? Est-ce que tu veux parler du rôle du Canada dans le monde, son poids diplomatique? Comment tu veux nous en parler? Oui, ce serait une très bonne manière de commencer, dans la mesure où il y a cette idée persistante et certainement pas fausse que le gouvernement Trudeau, fils, est une nullité là, sur le plan de la politique étrangère. J'aime beaucoup le constat de départ. Mais ça se dit beaucoup. Mais bon, au Canada, tu ne gagnes pas ou tu ne perds pas d'élections sur les questions de politique étrangère. Les seuls cas où ça l'a été, c'est par exemple sur les questions du libre-échange. Que ce soit les élections de 1988, les élections de 1911, les élections de, je pense, 1935, tu avais cette question-là qui était en jeu. Mais bon, on parle de politique commerciale plus que de politique étrangère. Ouais, j'aurais peut-être le seul qui viendra en tête, c'est la guerre en Irak. Ça, je pense pas que ça a pesé sur le résultat. Donc, vois-tu. Non, mais dans le sens que le Canada embarque pas, je pense qu'il y avait quand même des considérations électorales là-dedans. Probablement. En 2003. C'est plus dans ce sens-là. En 2003, on était déjà. C'est Paul Martin, je pense, en 2003. Jean Chrétien. Le 17 mars, c'est le 17 mars 2003, Chrétien s'est levé à la Chambre des communes puis a dit que le Canada ne participerait pas officiellement, parce qu'il y a quand même eu une participation, mais ne participerait pas officiellement à la guerre contre l'Irak. Et ça, c'est de rester comme une des grandes énigmes en politique étrangère canadienne. C'est là, genre quand on est au banquet annuel des spécialistes de la politique étrangère canadienne, les nouveaux, on les initie avec cette question-là. Pour quelle raison le Canada n'a pas... Parce que tout le monde, à la veille de l'invasion, y compris moi-même, qui est allé faire une conférence, c'était au cégep de Brébeuf, devant 200 personnes, pour aller dire que quand les choses deviendraient sérieuses, le Canada se rangerait derrière les États-Unis. 4 jours plus tard, Chrétien, juste pour m'écœurer, a dit exactement le contraire. Mais c'est resté comme une énigme, c'est-à-dire alors que tout pointait dans la direction où on devrait aller dans ce sens-là, Jean Chrétien a fait la décision inverse. Et la question du pourquoi demeure un mystère, parce que même quand on le demande au principal intéressé, à savoir Jean Chrétien lui-même,
Parce qu'un an après ça, en mars 2013, on a organisé une conférence avec plusieurs collègues à la Cité de l'Énergie à Shawinigan et l'invité d'honneur, c'était Jean Chrétien. Et naturellement, on l'a cuisiné pour savoir à quel moment il avait pris cette décision-là. Et il n'y a aucune réponse convaincante qui en sort. Comme on ne sait toujours pas qu'est-ce qui l'a fait basculer dans une direction plutôt que dans l'autre. Il y avait clairement une bonne raison, mais on le saura probablement jamais. Ou peut-être à sa mort dans un livre ou dans un testament politique quelconque. Ou probablement, comme tout individu, c'est très rare qu'on se souvienne du moment où on prend une décision. Où il y a un avant puis un après. C'est comme ça mûrit doucement. Puis ou ça a été un coup de tête, peut-être. Possiblement, mais c'est un coup de tête. On se disait c'est dangereux parce que s'il y avait des représailles américaines, commerciales ou tout autre, si le dossier le plus important sur le bureau du président américain, le Canada refuse de collaborer, ben il y avait des possibilités que les relations canado-américaines se dégradent. Mais ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est étonnant. Et c'est comme si Chrétien avait eu l'instinct de dire les Américains, finalement, vont juste passer l'éponge, ils vont peut-être nous bouder un petit peu, mais sans plus. Et voilà, parce qu'ils voyaient que Bush nous considérait peut-être pas assez ou pas autant que les anciens avant lui. Possible, parce qu'effectivement, les relations entre le Canada et les États-Unis à l'époque de George Bush étaient vraiment mauvaises, d'autant plus que George Bush était presque aussi mal perçu que Trump aujourd'hui l'est au Canada. Moi, je me souviens de cette époque-là, puis W, là, ça passait pas. On se disait dans le temps, ça ne peut pas être pire que ça. On ne peut pas avoir un pire président que George W. Bush. Le bon comme vieux quoi, temps, on s'en ennuie quasiment. Il faut jamais dire jamais. Hein? Alors, je l'ai déjà dit dans les dernières années, Sur la Terre des Hommes. W a l'air d'un modéré à côté de Trump. Il a l'air d'un intellectuel à côté de Donald Trump, sérieusement. Là. C'est fou. Mais non, les relations canado-américaines du temps de la guerre en Irak, ça a été quoi la réaction de Bush, fils, quand Chrétien il a fait un bras d'honneur concernant la guerre? Parce que je pense qu'il y a juste... De l'ignorer. OK, parce que c'est qui les pays qui ont fait partie de la coalition? Le Royaume-Uni. Oui, l'Australie. Australie, OK. Oui, vous aviez toute une série de petits États qui ont des votes au Conseil de sécurité, pas aux Nations Unies, mais je veux dire, c'est des États insulaires, des petits États là, qui sont la majorité sans grande puissance, là, qui n'ont pas contribué d'une manière ou d'une autre à la coalition. C'était vraiment les États-Unis, les Britanniques et les Australiens là, qui ont le plus participé. Simplement, le Canada a été ignoré dans cette histoire-là, que les relations commerciales se sont poursuivies comme si de rien n'était. Il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de... Y a-t-il des raisons pourquoi que ça passait comme une lettre à la poste, justement, que le Canada refuse? Genre, c'est pas grave, le Canada, de toute façon, on t'a invité au party, mais on ne tient pas vraiment à toi. Non, quelque part comme ça, parce qu'il ne s'agit pas de compter sur un appui matériel important. Les troupes canadiennes, les forces canadiennes sont pas assez importantes pour changer quoi que ce soit à quoi que ce soit dans une opération. C'est peut-être plus qu'on aurait voulu. Les Américains auraient souhaité un appui diplomatique, mais ils étaient décidés à aller de l'avant de toute façon. Ouais. Et qu'un appui diplomatique du Canada n'aurait pas changé grand-chose, j'ai l'impression, au résultat final. Mais si on en revient à ta question initiale, à savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, et le constat de dire, bon, la politique étrangère canadienne. Oui, en fait, vois-tu, j'en avais déjà parlé, je pense, un peu dans un autre épisode où on parlait du Club des haters du Canada, mais il y a, je pense que la perte d'influence ou de présence canadienne sur la scène internationale, c'est un phénomène qui est en marche depuis les années 70. Et que c'est un très lent déclin, mais un déclin réel de l'influence canadienne. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on se compare toujours à ce qu'on appelle l'âge d'or de la politique étrangère canadienne, c'est les années 40 et 50. L'époque où Lester B. Pearson était ministre des Affaires étrangères, par exemple, où le Canada a participé énormément, mais de manière très soutenue, à la création des Nations unies, à la création de l'OTAN en 1949, la création des casques bleus en 1956, c'est comme cette période-là, elle est vue comme étant l'âge d'or du Canada. Ouais. Ah, tiens, Joe, le sifflement que tu entendais tantôt, je l'entends moi aussi. Il y a comme un sifflement qui va et qui vient.
Je pense que c'est du côté à Joe que ça griche. Mais c'est ça. Mais donc, en fait, la thèse du déclin, c'est pas quelque chose de nouveau, puis c'est pas quelque chose que j'associerais à Justin Trudeau. Le problème avec Justin Trudeau, c'est qu'il n'est manifestement, mais pas intéressé du tout par la politique étrangère. Pourtant, quand il était élu en 2015, il a clamé haut et fort de Canada is back. Oui, ouais. Comme si le Canada était parti avant, tu sais. Mais le problème, Canada is back, quand on le prend au pied de la lettre, c'est qu'on est de retour à ce qu'il y avait avant Harper. Mais déjà avant Harper, c'est l'époque de Chrétien, puis ensuite l'époque de Paul Martin, il y avait déjà, on avait l'impression déjà qu'il y a une espèce d'absence. Il y a eu des beaux coups qui ont été faits par Jean Chrétien. Il y a le non à l'Irak, naturellement. Il y a la création du Conseil de l'Arctique en 1999. Paul Martin avait de grandes idées pour la politique étrangère canadienne, mais ça n'a pas vraiment abouti. Donc, dans le fond, on peut dire que la formule de Justin Trudeau en 2015, Canada is back, ben on est retourné dans la médiocrité. Et ce qu'on pourrait dire de Stephen Harper, malgré. Moi, je n'ai pas de sympathie pour la politique étrangère de Harper, mais ça a été le premier, en fait, l'un des deux premiers ministres du Canadien qu'on a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale à avoir une vision qui se démarque de la place du Canada dans le monde. Harper avait une vision très conservatrice. Moi, j'appelais ça la politique étrangère néoconservatrice. C'est très dure, très manichéenne. Il y a les bons d'un côté, il y a les mauvais. Oui, tout à fait. Au plan de la politique commerciale, mais aussi de la manière de résoudre les problèmes. Tu sais, c'est une vision, là, il y a les bons d'un côté, puis nous autres, on est du côté des bons, puis il y a les mauvais de l'autre, puis on sait c'est qui les mauvais, puis on leur tape sur la tête. C'est une vision simpliste comme ça. Mais qui avait au moins l'avantage, c'est peut-être le seul avantage, de trancher avec ce qui se faisait avant. Donc, d'avoir une politique étrangère qui se voulait active. Peut-être pas active dans le bon sens, mais qui se voulait active. Tu sais. Mais en ce moment, si on veut décrire la politique étrangère de Trudeau depuis 2015, hey, les gars, ça va faire. S'il se rend là, ben, je pense que oui, là, il va avoir été 10 ans au pouvoir. Ouais. 10 ans, là, ça rentre dans les règnes de Harper, ça rentre dans Chrétien, Mulroney. Il fait partie de ce groupe select-là. Là. Ouais. En même temps, c'est normal que l'usure du pouvoir est en train de l'achever. Mais puis, c'est une fin de règne très chaotique, on va dire. Mais vraiment chaotique. Mais sa politique étrangère du gouvernement Trudeau, comment tu la qualifierais? Qu'est-ce qu'on fait en politique étrangère du côté? D'abord, il n'y a pas de vision. Okay? Il y a une vision. Le gouvernement Trudeau n'a jamais publié ce qu'on appelle un document d'orientation politique ou un livre blanc sur la politique étrangère. Il y en a publié un, même deux sur la défense, une première fois en 2017, puis la dernière fois une espèce de mise à jour, mais qui est vraiment une mise à jour à fond, là, en mai de 2024. Mais sur la politique étrangère, un document qui expose sa vision de la place du Canada dans le monde, des défis auxquels le Canada fait face, puis des orientations qu'il va prendre pour essayer de faire face à ces problèmes ou à ces défis qui se posent, ben, on ne l'a jamais eu. Et la seule chose qu'on a eue qui ressemble à ça, c'était un discours de Chrystia Freeland en 2017, à l'été 2017, après l'élection de Trump, où le discours, c'était ramener les vieilles idées des années 40 et 50 qui ont si bien servi à l'époque, mais qui ne sont plus adaptées du tout au contexte actuel. C'est une manière de répliquer à l'arrivée de Trump à l'élection de Trump et de dire, ben voilà la vision du Canada dans le monde qui est fondamentalement différente de celle des États-Unis. Mais c'est tout. C'est la seule chose qu'on a eue. Tu parles de Chrystia Freeland, est-ce qu'elle était ministre des Affaires étrangères? Ou, à ce moment-là, oui. Ouais, elle l'a été brièvement. Entre autres, elle a remplacé Stéphane Dion après l'élection de Trump parce que Freeland était celle qui était l'étoile montante dans le Parti libéral, dans le cabinet de Justin Trudeau. Entre autres, parce qu'elle était parvenue à négocier une entente de libre-échange avec l'Union européenne, qui n'est toujours pas pleinement en vigueur aujourd'hui, mais bon, elle avait réussi à aplanir les différends, là, puis à signer cette entente de libre-échange. On s'était dit, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, qu'il fallait préserver les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Ce qui est tout à fait juste, là, je suis d'accord avec ça. Quand je dis à mes étudiants, le premier ministre ou la première ministre du Canada ne peut pas avoir de plus grande priorité en politique étrangère que de conserver des relations amicales et fonctionnelles avec les États-Unis.
C'est comme l'intérêt national canadien, s'il est quelque part, s'il existe, là, il est là. Et c'est ce qu'on souhaitait faire après l'arrivée de Trump, parce qu'on le savait que Trump avait dit que l'accord de libre-échange canado-américain, c'est le pire dans toute l'histoire des États-Unis. Et donc, c'est ça. C'est à ce moment-là que Stéphane Dion a été envoyé comme ambassadeur en Europe, puis que Chrystia Freeland a repris ce dossier-là. Okay. J'ai hâte de voir si le 5 novembre au soir ou le 6 novembre au matin, s'il va y avoir un petit téléphone entre Trudeau et peut-être Trump, parce que je ne sais pas si vous avez vu les sondages, mais Trump commence à remonter tranquillement. Ouais. Mais les relations, ça va ressembler à quoi? Ça, on pourrait faire un autre sujet là-dessus, mais les sondages présentement sont payés par des gens qui sont principalement républicains, les chaînes conservatrices et ou les milliardaires pro-Trump. Les démocrates font la même chose aussi. C'est juste, je pense que là... Aussi, démocrates, là. Les deux le font. Exactement. Fait que, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas au vote, je pense que les sondages ne veulent plus rien dire en ce moment. Les gens ne changeront pas pour qui voter, de toute façon. Ouais. Mais tu sais, il y a deux dossiers qu'il va falloir surveiller si Trump revenait à la Maison-Blanche. Si on se fie à ses déclarations actuelles, d'abord, bon, ça sera un peu difficile pour lui de revenir sur l'accord de libre-échange, l'ACUM, ce qu'on appelle l'accord... la UMC. UMC, oui, c'est l'accord États-Unis, Canada-Mexique, ou Mexique-Canada. Parce que d'une part, c'est lui qui l'a négocié. C'est ça. Fait que ce serait un peu fou de revenir en disant que c'est de la merde, dans la mesure où c'est lui qui l'a signé en 2018. Mais il en demeure pas moins que maintenant, contrairement à l'ancien traité de libre-échange, on le revoit tous les 5 ans. Et donc, on va arriver maintenant à la révision de cet accord-là. Et là, il pourrait encore essayer de... Il ne disait pas cette semaine qu'il voulait augmenter les tarifs sur les biens importés de 2000 % pour créer des emplois aux États-Unis. Il n'a pas compris le principe de l'économie, je pense. Pas tout à fait, parce que ce qu'il oublie, c'est que les consommateurs américains vont payer 2000 % de plus de leurs produits. Comme si tout était produit aux États-Unis. Oui. Fait qu'il y a ce dossier-là qui va nécessairement prendre beaucoup de place. Et l'autre dossier, c'est celui de la défense. Parce que, vous vous rappelez ce que Trump a dit, que les États qui ne contribuent pas, qui ne fournissent pas l'équivalent de 2 % de leur produit intérieur brut en termes de défense, le fameux 2 % de l'OTAN, ben, le Canada, on est loin encore de ça. Trump a dit, nous, on ne défendra pas les États qui ne mettent pas leurs 2 %. Est-ce que c'est possible? Moi, à mon avis, ça, c'est une menace en l'air dans le cas du Canada, parce que pour deux raisons. D'une part, la défense du Canada et des États-Unis ou la défense de l'Amérique du Nord, si vous voulez, c'est la même chose. Est totalement intégrée. Vous pouvez plus séparer. Exemple, si on dit Vladimir Poutine attaque le Canada, les États-Unis ne laisseraient jamais ça parce que c'est peine trop proche de chez eux. Tout à fait, c'est leur propre sécurité qui serait en jeu. Oui, exactement. Donc, même si Trump faisait des retombondades sur ce dossier-là, je ne suis pas trop inquiet. Puis moi, je m'inquiète plus pour les pays baltes puis les autres, justement, dans ce coin-là. Oui. La Pologne. Parce qu'en même temps, l'attitude de Trump, c'est l'attitude MAGA, c'est très isolationniste, puis c'est très replié sur eux-mêmes. On ne se mêle plus des problèmes des autres, ça ne nous concerne plus, on ne veut rien savoir. Probablement parce qu'ils ne connaissent pas les problèmes, puis ça pour les placer sur une carte aussi, ça l'aide pas. Ça aide pas, effectivement, mais je pourrais dire que c'est bien la même chose pour beaucoup au Canada aussi. Là, au Canada, comme pour prendre la formule de François Legault, les gens ne se battent pas dans les autobus sur la question de la modernisation du NORAD. C'est pas un sujet là, qui va enflammer les passions. Entre autres parce que les Canadiens ont un sentiment de sécurité quant à moi, assez justifié. Là, mais c'est pas, comme je le disais tantôt, tu ne perds pas les élections, tu ne gagnes pas les élections sur des questions de politique étrangère, puis encore moins sur des questions de défense. C'est pas quelque chose qui est si préoccupant que ça. Mais si les choses commençaient à brasser plus, parce que là, le SCRS dit qu'il y a de plus en plus de risques terroristes au Canada, est-ce que ça pourrait venir amener quelque chose? Possiblement, tout à fait. Puis en fait, ça aurait des conséquences aussi dans les relations avec les États-Unis, parce que les Américains auraient sans doute peur que le Canada, comme ils avaient au lendemain du 11 septembre, ils s'étaient convaincus eux-mêmes que les terroristes venaient du Canada, ce qui n'est pas le cas, ce qui est totalement faux, mais que si les terroristes sont capables d'agir au Canada, ben, ils peuvent aussi assez facilement passer à la frontière et agir aux États-Unis. Mais bon, en fait, je suis plus inquiet du risque d'ingérence dont on parle depuis un bout de temps, puis de la désinformation
démission. Puis je suis heureux, moi, de voir que même Trudeau brasse la cage un peu à ce sujet-là, même visiblement, ce qu'il cherche à faire, c'est mettre Poilievre en boîte, là. Mais il faut parler de ce genre de menaces-là. Là. Mais parlons justement de ces menaces-là, mon cher, avec cette photo-là que je trouve, ma foi, délicieuse, avec, vous voyez vraiment l'amitié, l'amour fraternel entre Modi et puis Trudeau sur cette photo. Cette semaine, messieurs, on a entendu Justin Trudeau avec, dans le fond, en disant que les services secrets, les fameux SCRS, c'est ça? Oui, le Service canadien de renseignement et sécurité. Exactement. Le renseignement de sécurité, pardon. Alors, les services secrets canadiens auraient, dans le fond, des preuves que le gouvernement maudit, le gouvernement indien, aurait fait de l'ingérence au Canada et puis aurait même commandité des meurtres. Et puis, quand on parle de meurtre, et celui qui nous vient en tête, c'est celui de Nijar. Rappelez-moi, le Nijar. Je ne sais pas comment prononcer son nom aussi. Raj. Oui, alors, Hardeep Singh Nijar. Voilà, alors, Singh Nijar. Les services secrets ont des preuves. OK? Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Là. On s'entend que les services secrets canadiens se foutent vraiment de qui est au pouvoir, si c'est un libéral ou un conservateur. Ils ne sont pas là pour des raisons. Ils n'ont pas dit ça pour des raisons électoralistes de donner du crédit à Justin Trudeau. Là, on s'entend. Qu'est-ce que ça dit, Stéphane, sur les relations canado-indiennes ou indo-canadiennes? Ça va pas bien, là. En tout cas, on va le prendre d'une manière plus large, puis on va trouver d'autres cas dans le monde où ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez, moi, ce que j'appelle l'impolitesse en relations internationales, vous allez me dire, les relations internationales, c'est rarement un domaine où la politesse a sa place, mais il y a les incivilités ou les comportements, si tu veux, qui sont brutaux, qui vont contre les normes établies et suivies au moins en façade, si ce n'est pas en réalité. Mais tu as des gouvernements comme celui de l'Inde qui est très à droite, puis qui s'affirme de plus en plus, puis qui se voit de plus en plus comme, avec raison, probablement comme un géant. Tu as la Turquie, aussi qui agit comme ça. L'Arabie saoudite agit comme ça, sans parler de la Russie et de la Chine, là. Mais vous avez des États qui ne se gênent plus maintenant, qui se cachent même plus pour faire des ingérences un peu. Les Américains, traditionnellement, c'est eux qui faisaient le plus d'ingérences. Mais c'était toujours... on essayait de le cacher, de le nier, tout ça. Mais maintenant, ils ne le font même plus. Là. Ils l'assument totalement. Est-ce qu'on peut dire que le Brésil de Bolsonaro faisait la même chose dans le temps de Bolsonaro avant l'arrivée de... Oui, il le faisait dans les relations, par exemple, avec la France. Bolsonaro ne se gênait pas pour insulter personnellement Emmanuel Macron, pour s'en moquer de lui. C'était une forme d'incivilité qui était assez Erdogan fait la même chose, le président turc. Il est assez cinglant avec Emmanuel Macron et la France en général. Mais l'autre cas comparable que je verrais, c'est regarder comment la Turquie a agi face à la demande de la Suède d'entrer dans l'OTAN. Donc, ce qui a été réalisé, dans le fond, l'année passée. Mais c'est que la Turquie, avec l'aide de la Hongrie, s'est opposée à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ça, de briser un consensus comme ça au sein d'une alliance aussi importante que l'OTAN, tu as besoin de te lever de bonne heure pour oser faire ça. Les Turcs n'ont vraiment pas hésité, là, ils sont allés à fond. Et la Turquie a traité la Suède comme l'Inde traite le Canada, et pour des raisons semblables. C'est-à-dire que ce que la Turquie reprochait à la Suède, c'est d'abriter des membres du PKK, des terroristes kurdes. Je pense qu'ils sont effectivement, même au Canada, sur la liste des entités terroristes. Mais des terroristes kurdes. Oui, on accusait donc la Suède d'être trop molle à l'égard de la communauté kurde, qui est quand même assez importante en Suède. Ce que fait l'Inde actuellement, c'est exactement la même chose. C'est que la communauté sikh, donc aussi qui est très active au Canada, est accusée par le gouvernement de New Delhi d'être un groupe terroriste. Ce qu'ils sont, on remarque, parce qu'au Canada, le pire attentat terroriste qui a eu lieu au Canada, ça a été fait par des Sikhs. C'était la destruction du Boeing. Je pense que c'est Air India, si je me trompe. Air India, oui, c'est ça. L'attentat contre le Boeing de Air India. En 88, si je me trompe. On parle de 350 morts, là. Oui, 86, 88, dans ces eaux-là. Et donc, oui, il y a des accusations de terroristes qui ont été posées contre eux. Et là, maintenant, le gouvernement Modi veut absolument que le gouvernement canadien soit beaucoup plus dur à l'égard de la communauté sikh. Et il ne se gêne pas
manifestement pour se faire justice lui-même. Là, parce que du côté des Sikhs, je pense pas que c'est tous les Sikhs qui ont ce projet-là. Corrigez-moi si je me trompe, les gars. Mais on parle de l'indépendance du Khalistan, le Punjab. Que du côté de l'Inde, on ne prend vraiment pas. Là, ça ferait une sécession de très grande partie du territoire indien. Joe, est-ce que tu connais un peu ça? Je te vois. En fait, c'est surtout parce que, de un, c'est une zone très riche en ressources naturelles. C'est aussi parce que ça viendrait isoler le Cachemire qui est déjà contesté avec plusieurs autres territoires. Donc, ça crée plusieurs sous-problèmes. La situation dans le Punjab, donc c'est pas juste une question d'indépendance du territoire, c'est aussi l'enjeu de toute la région au complet, le lien avec la Chine, avec le Pakistan à côté, avec d'autres pays aussi. On va se dire aussi une question religieuse. Je ne veux pas rentrer dans la religion comme on a fait avec notre dernier épisode où est-ce qu'on a parlé du conflit au Proche-Orient, mais il y a du côté du gouvernement maudit, qui est un gouvernement de droite / extrême droite, les cycles, là, on les porte pas déjà dans notre cœur. Mm-hmm. On va dire en fait, les musulmans non plus. Ça, ouais. Mais aussi, vois-tu, une chose qui ne m'étonnerait pas, qui pourrait se produire, qui ne m'étonnerait pas, en fait, je me demande si c'est pas déjà en cours, mais un gouvernement qui voudrait emmerder les Canadiens, un gouvernement étranger, comme par exemple la Russie le fait déjà manifestement avec ce que Joe nous montrait tantôt, mais tu sais, ce serait en même temps d'encourager le mouvement souverainiste au Québec. S'il prenait de la vigueur, ben, on pourrait se retrouver avec des situations comme celle-là, aux grandes dames des souverainistes eux-mêmes, là, sans doute. Là, je verrais bien Paul Saint-Pierre Plamondon dire « Ah oui, merci beaucoup, M. Maudit, de nous encourager dans notre projet de société. » Mais ou encore merci Ben Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, tout ça. Là, oui. Sympathique prince. Comment ça avance son mur, là, à Ben Salman? J'en reparle dans pas trop long dans mes cours. Fait que je vais aller m'informer puis je ferai une petite mise à jour, mais j'ai le feeling que ça se passe pas aussi bien qu'il l'avait annoncé. Il semble que ça fait genre 75 épisodes qu'on a parlé de ça, le projet de Neom, là, si vous voulez aller faire une recherche dans nos anciens épisodes, là, le mur d'Arabie Saoudite. Oui, en fait, c'est une ville construite sur le long. C'est une ville en forme de mur. Oui, ça, je pense que débile comme truc, là, comme concept. Finalement, il voulait faire, c'est quoi, quasiment 200 km, mais finalement, ça va être 1 km. Peu importe. Les voyages les plus longs commencent par un petit pas. Ah, et voilà. Les relations avec la Chine maintenant. La Chine, dans le fond, Trudeau, là, avant de partir, là, je fais une blague, c'est pas Trudeau qui cherche le trouble, mais il ne se fait pas d'amis, là. Avec le président Xi puis Maudit, avec la Chine, c'est un peu de la même affaire. Oui, je pense que le gouvernement Trudeau est victime de plusieurs trucs. D'abord, il est victime de son côté moralisateur. La plupart de ces États-là, lorsqu'on les critique pour la Chine, qu'on critiquait pour le non-respect des droits de l'homme, la persécution des Ouïghours et des trucs, des choses comme ceux-là, les Chinois ont comme longtemps fermé leur gueule là-dessus, puis ont répliqué parfois, mais maintenant ils répliquent très, très, très durement. Mais le Canada a cette réputation-là sur la scène internationale d'être celui qui dit aux autres comment ils devraient agir. Être espèce de Jiminy Cricket du système international. Là, J'adore ça. Et ça, pour des États qui sont plus maintenant versés dans cette politique d'incivilité, comme j'aime l'appeler, ben ça fait que le Canada devient une cible intéressante. De faire taire celui qui est toujours en train de dire aux autres comment ils doivent se comporter. D'autant plus qu'ils sentent que le Canada n'est pas toujours sérieusement appuyé par ses alliés. C'est un des problèmes qu'on a, c'est que, par exemple, durant l'affaire des 2 Michael qui ont été retenus en Chine, ben, le gouvernement Trump disait c'est pas mon problème, c'est vous autres, là, arrangez-vous. Même si c'est une conséquence d'une demande américaine qui était d'arrêter la fille du Meng Wanzhou. Wang Wanzhou, c'est ça, de Huawei. Ouais. Et à ce moment-là, on a l'impression que le Canada est encore une cible encore plus intéressante si
Dans le cas de l'Inde, bon, mais on a vu que les Français ont déroulé le tapis rouge pour Modi lors je pense que c'est la fête du 14 juillet, pas cette année, mais il me semble que c'est l'année précédente, où il était l'invité d'honneur, puis il était à côté de Macron pour le défilé sur les Champs-Élysées. Pour beaucoup d'États, ben, le marché indien, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est un mal nécessaire. Ouais. Alors donc, entre ça puis soutenir les Canadiens dans une croisade qui, quand même assez ironique que, en même temps, je ne veux pas dire que Justin Trudeau joue dans la même cour que Xi Jinping et puis de Modi, mais quand même assez ironique qu'il fasse la morale sur les droits humains quand lui-même, dans son pays, est pas capable de fournir l'eau potable à toutes les Premières Nations. Ben ça, c'est l'argument qui est servi aux Canadiens, comme à chaque fois. Mais la politique de Trudeau n'est rien comparée à celle de Stephen Harper. C'est-à-dire que pour critiquer, d'abord, Harper a refusé de se rendre en Chine, notamment pour les Jeux olympiques, c'est 2010 à Beijing, si je me rappelle bien. 2008. Bon, Harper a refusé de s'y rendre parce qu'il disait ouvertement, clairement, qu'il ne voulait pas faire affaire avec un gouvernement qui ne respecte pas les droits humains comme ça. Alors, il y avait une politique très, très moralisatrice. Et à un moment donné, bon, il n'a comme pas eu le choix d'y aller. Et il s'est fait rabrouer par les Chinois. Comme quand il est descendu d'avion, il s'est fait dire, je ne me souviens plus quel dirigeant qui l'accueillait, mais il disait, M. Harper, il y a bien trop longtemps que vous n'êtes pas venu et vous auriez dû venir avant. En termes diplomatiques, c'est quand même c'est fort comme truc. Donc, la politique de Trudeau n'est pas, à mon sens, plus moralisatrice que l'était celle de Chrétien, de Harper ou d'autres. Ça fait partie quasiment des figures imposées ou des figures obligées en politique étrangère canadienne que d'avoir le haut du pavé moral. Quitte justement à se contredire, comme tu l'as dit toi-même, Jay, il y a des dossiers sur lesquels le gouvernement canadien n'a pas grand-chose à dire aux autres. C'est ça. Mais j'ai l'impression, Stéphane, je t'écoute depuis le début, là, puis j'ai l'impression que du côté, on dirait que c'était mieux côté politique étrangère du temps de Stephen Harper. Ça me remonte dans la gorge quand je dis ça, mais... c'était mieux. En quoi c'était mieux? Est-ce que, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y avait une vision claire. C'est déjà un avantage. Est-ce que ça a vraiment produit des résultats? Oui, il y avait un plan, puis il y avait une vision de ce qu'est le Canada. Encore une vision avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais au moins d'en avoir une, puis il ne l'a jamais couché sur papier. C'est plutôt les observateurs où on a reconstruit graduellement ce qui semble être la vision de Harper et qui pourrait très bien être la vision néoconservatrice aussi d'un Pierre Poilievre, d'un gouvernement Poilievre. Là. Mais remarque, là je m'en vais en pleine spéculation parce que sur ce domaine-là, comme dans presque tous les domaines, Poilievre n'a dévoilé aucune de ses intentions. Les Canadiens sont sur le bord de signer un chèque en blanc. Littéralement. On majoritaire pendant 4 ans sans savoir ce qu'il veut vraiment. Ouais, exactement. On ne sait rien du programme de Pierre Poilievre. C'est un peu, c'est aussi vague que dans le temps. C'est en 2020, voyons, en 2021, c'était qui déjà celui qui disait j'ai un. Erin O'Toole. Erin O'Toole. Ouais, Erin O'Toole avec son plan. Vite oublié. Il y a le même contenu, Erin O'Toole, que Pierre Poilievre, sauf que Pierre Poilievre, lui, il jappe plus fort. C'est là qu'on voit que dans le fond, les gens ne veulent juste pas voter pour Trudeau. C'est ça. Regardez ce que ça donnerait encore Québec 125, que je ne jure que par Québec 125. Ça donnerait 222 sièges aux conservateurs, 57 pour les libéraux, 42 Bloc, 20 NPD et ainsi de suite. Ça serait un raz-de-marée conservateur. Là. Ouais. Oh my God. Il y a 99% des chances que ce soit conservateur et puis en plus majoritaire. Et c'est pour ça que moi, en termes de politique étrangère, j'assume qu'il va porter l'héritage de Harper. Et d'autant plus qu'il a le style qui va avec ça. Parce que l'héritage Harper, sa vision du monde était de rabrouer ceux qui ne respectent pas les bonnes règles internationales. Peut-être que vous vous souvenez de la poignée de main entre Harper et Poutine. Je pense que c'est au sommet de Brisbane ou de Melbourne en Australie, au sommet je pense que c'est le G20, où Harper... G8? Non, parce que... G20, c'est vrai, c'est en Australie. Ouais, puis, tu sais, c'est Harper... C'est pas le sommet de la PEC, genre, Asie-Pacifique? Je me souviens plus. Il faudrait retrouver, là, mais ça, c'est
après, donc, c'est au moment de la séparation de la Crimée, ou quand les Russes ont annexé la Crimée. Et Harper s'était approché de Poutine et il a dit Stay out of Ukraine. Restez à l'extérieur de l'Ukraine. Puis Poutine avait répondu quelque chose comme on n'est pas en Ukraine. Quelque chose comme ça. Mais Harper avait une politique comme ça où il était très affirmé. Mais dans les côtés moins intéressants de la politique de Harper, c'est qu'il se méfiait énormément des institutions internationales. Il détestait l'ONU. En fait, il y a toujours cette fameuse histoire que plutôt que d'aller faire un discours à l'Assemblée générale des Nations unies là, en septembre chaque année, là, les dirigeants vont se défiler à New York, lui est allé à l'inauguration d'un Tim Hortons. Ça vous montre le mépris qu'il y avait pour ça. Et je pense qu'il n'a jamais digéré le fait que le Canada n'obtienne pas le siège au Conseil de sécurité. Je pense pas que c'est ça. Oui. Tout comme ça a fait extrêmement mal à Trudeau lorsque le siège au Conseil de sécurité n'a pas... Mais Harper, en bon conservateur, voyait les Nations unies comme une espèce de bureaucratie internationale, il n'y a pas tort encore là-dessus, mais qui coûte cher, qui est inutile, puis qu'en plus, qui permet à des dictateurs de venir à New York pour faire des discours. Il n'avait pas un peu raison, justement, là, quand on voit Netanyahou venir faire la morale à l'ONU disant que tout le monde est... Et contre lui. Contre lui, puis... Oui, mais il y a ces critiques-là, parce que l'ONU, effectivement, a été presque systématiquement impuissante face au grand conflit international. Elle a des choses à son crédit et elle a le mérite, quant à moi, juste d'exister, qu'il y ait un forum international comme ça où, à tout le moins, on peut discuter, même si on ne parvient pas à s'entendre, puis si on ne parvient pas à agir avec autant de force qu'on le voudrait, ben, ça a le mérite d'exister. Mais Harper détestait les Nations unies. Et même, étonnamment, on pourrait dire qu'un conservateur devrait apprécier l'OTAN. Il n'aimait pas l'OTAN. Pour lui, c'était la manière d'agir, c'était dans des coalitions extérieures aux institutions internationales. Il y avait cette vision du monde très manichéenne, entre les bons et les méchants, ce mépris des institutions internationales. Et je pense que la grande déception de Harper en politique étrangère, ça a été un type qui s'appelle Barack Obama. Quand Obama a été élu, c'était autant la politique conservatrice était d'abord entièrement tournée vers les États-Unis, que le Canada, sous un gouvernement conservateur, devait devenir le super allié des États-Unis, que tout devait être mis en priorité dans les relations canado-américaines, parce que pour des raisons commerciales, puis pour des raisons de sécurité, puis pour des raisons que les États-Unis sont la seule grande puissance à pouvoir s'imposer sur la scène internationale, imposer une forme d'ordre sur la scène internationale. Autant Harper a été déçu par l'attitude d'Obama, puis qui s'est comme détourné de sa dimension très pro-américaine de la politique conservatrice. Et il a pris une position qui est beaucoup plus presque, se tourner, c'est-à-dire avoir une position qui est très unilatéraliste, on pourrait dire ça comme ça. Notamment sur les questions de l'Arctique. Et il a refusé que l'OTAN se mêle des questions de sécurité arctique. Il a vraiment tenu l'OTAN à l'extérieur de ça, même si les Norvégiens poussaient très, très fort pour que l'OTAN se préoccupe au milieu des années 2000 de sécurité arctique. Pourquoi il ne voulait pas que l'OTAN s'en mêle? C'est-à-dire, a priori, la raison, c'est qu'il y a une espèce de partage informel du travail entre la défense de l'Europe, qui est l'affaire de l'OTAN, et de l'autre côté, la défense de l'Amérique du Nord, qui est une affaire bilatérale canado-américaine. Les Européens ne veulent pas se mêler et les Canadiens et les Américains ne veulent pas que les Européens se mêlent des questions de sécurité nord-américaine. Il y a comme vraiment une espèce, même si officiellement le traité de l'Atlantique Nord inclut l'Amérique du Nord dans sa zone d'action, dans les faits, les Canadiens et les Américains ont toujours voulu maintenir ça à l'écart. Et d'autre part, Harper, qui était très, très sensible à la question de la souveraineté du Canada dans l'Arctique, se méfiait d'une organisation où la plupart des autres membres risquaient d'être contre la position canadienne en ce qui a trait au passage du Nord-Ouest puis les autres conflits qu'il y avait dans l'Arctique. Harper était passionné par les questions, c'est vrai, comme une de ses passions là, à l'extérieur du travail, à l'extérieur de la politique, c'était les conflits maritimes internationaux. Vraiment, là, dans le sens juridique du terme. C'est les grandes. C'était son dada. Oui, ça, puis les questions liées à l'Arctique en général. Et la guerre de 1812. Et la guerre de 1812, oui.
Ça, il tripait bien raide. Mais voyez-vous, Harper avait, encore si on veut comparer à Trudeau, Harper avait au moins cette... Quand il est arrivé au pouvoir en 2006, il n'avait aucun intérêt pour les relations internationales, aucun intérêt pour la politique étrangère. Ça lui cassait les pieds plus qu'autre chose. Puis lui, qui avait très peu voyagé, puis qui avait très peu rencontré de dirigeants politiques, a appris avec le temps à aimer ça. Et plus il a avancé dans le temps, plus il a pris une stature internationale sans être reconnu vraiment, parce que c'était une personne, Harper est une personne très froide, très reconnue pour son côté hyper conservateur. Mais quand même, il a pris de l'assurance sur la scène internationale. Trudeau, lui, a comme fait le chemin inverse. Autant il est arrivé puis qu'il était à l'aise à faire des selfies avec tout le monde, puis qu'il était traité comme une vedette quand il arrivait dans un pays étranger. Autant à la longue, je pense qu'avec les conflits avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, avec finalement l'Inde. Et sans parler de l'épisode de Trump. Sérieusement, là, c'est une fin tragique de règne pour Justin Trudeau. Justement, comme tu as dit, au début, la superstar, la Trudeau-mania de version 2.0. Puis aujourd'hui, là. On le prend même pas au sérieux. Tout le monde le rejette. Tu as 25, je pense que c'est-tu 25 de ses députés qui veulent qu'il s'en aille. Aujourd'hui, il y a 4 ministres. Il y a 4 ministres aujourd'hui qui ont dit qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections. Écoutez, ça va mal pour Justin. Là. Tout le monde le voit sauf lui. Ça donne du gaz à Pierre Poilievre de dire, tu sais, mettons, imaginez là, un débat des chefs, puis les gars, je vous le dis, là, on va aller en campagne électorale en plein hiver, ça ira pas au printemps. Moi, je suis certain qu'après Noël, là, en début 2025, on s'en va en campagne électorale. Je serais même pas surpris qu'on parte en élection le 6 novembre. Direct après les États-Unis, juste pour attendre. Dépendamment du résultat aux États-Unis, ça se pourrait. Mais imagine le cadre que ça va donner à Pierre Poilievre en plein débat des chefs. Écoute, Justin, même tes députés ne veulent plus de toi. Les Canadiens ne veulent pas de toi. Tu sais, ça va être triste comme fin. Là. Ouais. Mais, deux choses à propos d'une élection possible de Trump et le lien avec les élections canadiennes. D'une part, il est possible que Trudeau se voit comme celui qui est capable de dealer avec Trump. On a déjà réussi une première fois en 2018 à éviter la catastrophe avec l'accord de libre-échange. Il y a d'autres catastrophes auxquelles on est passé proche, que la plupart des gens ignorent. Là, mais par exemple, Trump avait cette idée qu'un navire de guerre américain aurait pu traverser le passage du Nord-Ouest pour défier les prétentions canadiennes sur le passage du Nord-Ouest. Ce serait la première fois que ça arriverait parce que les autres navires qui ont passé, les autres navires américains, les deux autres qui ont passé étaient des navires, soit un pétrolier dans un cas, puis un navire de la garde côtière dans d'autres cas. Mais d'envoyer un navire de guerre, ça aurait été une catastrophe aussi pour le Canada. Mais donc, Trudeau pourrait se voir comme étant celui qui serait capable de dealer avec Trump, l'ayant déjà fait une fois, même si ça c'est très mal passé. Là, et d'autre part, mais là c'est vraiment très machiavélien ce que je vais dire, c'est que ce serait un cadeau empoisonné à faire à Poilievre. C'est-à-dire partir au moment où Poilievre, lui, serait obligé de dealer avec Trump. Et je ne sais pas comment Poilievre pourrait s'en tirer sur ce front-là. Il va se coller dessus. Oui, mais même les gens qui se collent dessus se font bouffer un moment. Il va faire un Viktor Orban de lui-même. Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible, mais bon. Comme par exemple, on raconte que Jean Chrétien a signé et adopté l'accord de Kyoto, donc qui est sur la lutte au gaz à effet de serre. D'abord et avant tout pour emmerder son successeur, et il savait qu'il allait être son successeur, c'était Paul Martin. Il était en guerre presque ouverte là, depuis 2 ans. Là. Paul Martin poussait Jean Chrétien dehors, et Chrétien se serait dépêché, c'est une hypothèse qu'on n'a jamais été prouvée, là, mais Chrétien se serait dépêché de signer l'accord de Kyoto parce qu'il savait que ce serait à Paul Martin de le mettre en œuvre et c'est à peu près impossible de le faire. Fait qu'il faisait un cadeau empoisonné à Paul Martin en faisant ça. Ah, c'est parfait, ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de semblable? Mais dans les faits, c'est probablement ce qui va arriver. Parce qu'effectivement, c'est Poilievre qui va devoir dealer avec Trump. Et même s'il fait un Viktor Orban de lui-même, comme tu dis, Joe, si Trump arrive avec des demandes importantes en ce qui a trait à la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, Poilievre risque de trouver ça pas mal difficile. D'autant plus que l'équipe conservatrice, qui n'a pas été au pouvoir depuis 10 ans, elle est inexpérimentée en politique étrangère. Et ça va leur faire mal. En plus, le critique en matière de défense, le critique en matière de politique étrangère, je ne les vois pas comme des ministres. Peut-être
on ne sait pas qui va être élu, mais je ne sais pas qui dans l'équipe conservatrice Il actuelle. n'y a pas de candidat vedette. Là. Il n'y a personne qui sort du lot qui va faire wow, ça va être quand même une grosse pointure. T'as des vieux de la vieille comme Deltel, mais lui, c'est pas ministrable, Deltel, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Probablement, il va être obligé d'en prendre quelques-uns au Québec. S'il y a une dizaine de députés au Québec, ce qui est fort possible, là, en Beauce puis dans la région de Québec, tu serais obligé d'aller chercher 2, 3, 4 personnes là-dedans pour être ministre pour représenter le Québec. Ce serait inévitable, quitte à prendre des incompétents, parce que tu as besoin d'une représentation régionale. C'est triste. Les gars, pour respecter notre temps, oui, notre parole. Vous m'avez dit maximum 1 heure, je vais rentrer dans l'heure. Stéphane, merci beaucoup. Là, je te coupe. Merci, ça a passé trop vite. C'est ça le downside. Ça passe trop vite 1 heure, mais ça va être ça, malheureusement. On en refera un autre. Oui, absolument. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir partagé ton savoir avec nous. Merci de me recevoir. Oui, merci à tout le monde dans le chat et ceux qui nous écoutent. Aussi, il est là depuis 3 ans. Merci de me recevoir. On se croirait aujourd'hui l'histoire. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, mon cher Jonathan Saint-Prof, merci beaucoup de ta présence également et de tes comment dirais-je, de tes interventions. De mes coupures de Stéphane. Oui, j'adore ça. Alors, merci beaucoup, mon cher Joe. Merci aux abonnés, aux membres Patreon, c'est-à-dire d'avoir été là avec nous. Là, on va recommencer un petit peu à faire des épisodes seulement avec nos membres Patreon, mais sachez que le 5 novembre au soir, on va être live partout. Les gars, ça va dans moins de 3 semaines. Moins de 3 semaines, on se fait un épisode. En même temps, on ne fera pas 3 heures. On va essayer de... Ouais, vous vous rappelez que j'enseigne le mardi soir, moi. Mes étudiants vont être en maudit. Ah, c'est vrai. Je pense que je vais devoir mettre dans le coin de l'écran un afficheur des résultats. Là, comment tu fais ça tout seul, Jay? On va essayer Alors, j'irai vous rejoindre après. Là, on va essayer de coaxer M. Bérard, voir s'il va bien. On pourrait se trouver des amis comme ça qui viennent popper dans le show, mais je viens de voir que le lendemain, j'ai 4 périodes en plus. Ça va être une grosse journée. Calvaire, on va le faire tout seul finalement. Non, c'est pas vrai. Non, je vais coller malade. On n'aura pas les résultats probablement le soir. Non, c'est ça. Non, je ne penserai pas, mais on devrait avoir une tendance. Ah oui, puis il va rester à Pennsylvanie, on le sait tout, là, on s'entend. Mais c'est ça. Sachez que le 5 novembre au soir, finalement, on va essayer d'être une petite équipe pour vous faire une soirée de présidentielle. J'avais adoré ça il y a 4 ans, en 2020. C'était vraiment le fun avec Martin et Frank Pocket. Que je crois qu'eux aussi, de leur bord, vont faire quelque chose, mais peu importe. Alors, merci les membres Patreon, merci les gars, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, baladoquebec.ca et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Vous voyez dans ceux qui sont en vidéo, la nouvelle banderole qui est en bas, j'ai mis tous nos réseaux sociaux et plateformes où est-ce qu'on peut nous trouver. Twitch, Blue Sky, c'est cool Blue Sky, c'est comme Twitter, mais en moins violent. J'aime bien ça. Je pense que c'est les gars de Twitter qui ont parti ça après avoir vendu Twitter, ça se peut-tu? Non, c'est Mark Zuckerberg qui a parti ça pour aller ramasser l'argent d'Elon Musk parce qu'il voyait qu'il y avait une manne à faire vu que les gens quittaient. C'est pas Threads, ça? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je me suis trompé. C'est Threads, mais Blue Sky, je pense que c'est les anciens de Twitter. Puis aussi, on est disponible sur Threads, justement, et Facebook, bien entendu. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, nos 3 orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, Miel Abitémis, et puis Crobette de l'île Bizarre, qui s'en remettent tranquillement là, des attaques dans leur. Ouais, que c'est un autre punch pour eux autres, là, éventuellement. C'est dur, là, avec une animalerie, mon cher, de moins après. Pour les rejoindre les membres Patreon, c'est très facile. Le patreon.com/SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Salut!